Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Aïda Florian, autrice d'Afro-Fantasy. Bonjour Aïda Florian. Bonjour, c'est la Marie. Ça va? Ouais, ça va bien. Un peu chaud, mais très contente d'être là. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Ça fait plaisir quand les gens sont volontaires. Écoute, je te laisse la parole pour te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent. Ouais, avec plaisir. Alors, donc, moi, c'est Aïda Florian. Donc, Aïda, c'est plus court. Et donc, comme tu l'as dit, je suis autrice, pas encore publiée, mais autrice quand même. Voilà, j'écris actuellement mon premier roman de fantasy aux inspirations africaines et moyen-orientales. Et c'est très dur. Mais en tout cas, voilà, c'est une super expérience. Et du coup, dans ce cadre-là, j'ai créé mon compte de Writing Libra qui parle un petit peu de tout mon processus d'écriture et également de mes lectures du moment, parce que je suis passionnée de lecture également. Très bien. Est-ce que tu peux préciser un peu dans quel contexte géographique et sociétal, si tu as envie de préciser, tu as grandi? Oui, bien sûr. Alors moi, je viens du centre Val-de-Loire, dans la ville d'Orléans. Actuellement, je suis dans une petite commune à côté. Mais j'ai grandi dans la classe moyenne, dans une famille monoparentale, avec ma maman et mes deux sœurs. Et du coup, ma mère était institutrice, et ce qui m'a permis d'avoir accès à beaucoup de lectures, mais je n'en ai rien fait. C'est-à-dire que la lecture ne m'intéressait absolument pas quand j'étais jeune par rapport à mes sœurs. Donc, c'est assez marrant aujourd'hui que je me retrouve à écrire à plein temps et à être passionnée de lecture, parce que c'est pas du tout, on va dire, c'est pas du tout ce qui m'intéressait auparavant. Donc voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as d'autres passions à part la lecture et l'écriture dans ta vie? Je vois qu'il y a un piano derrière toi. Oui, exactement. C'est vrai que je dirais pas que je suis passionnée de musique, mais j'en ai fait quand j'étais plus jeune et ça m'a toujours accompagnée. Notamment le piano classique, donc qui a une place assez importante, du coup, je dirais, dans ma vie. Et au-delà de ça, je suis passionnée de couture, je suis passionnée je dirais pas non plus passionnée de dessin, mais j'aime énormément dessiner et faire de la peinture. Et je suis aussi une grande amatrice d'animé. Voilà. Et c'est d'ailleurs l'une de mes sources d'inspiration principales pour écrire. D'accord. Oui, donc ça fait pas mal de choses. Ouais, t'aimes bien tout ce qui est art créatif de manière. Exactement. Et je rajouterais aussi que une fois par an, j'ai une espèce d'obsession pour Led Zeppelin. Donc, je me prends 3 semaines, un mois dans l'année et j'écoute en boucle tous leurs albums. Et ensuite, je passe à autre chose complètement. Et ça revient l'année d'après. Donc, je pense que j'ai une sorte de passion obsessionnelle pour ce groupe. Ok. Ouais. Est-ce que ton activité d'autrice est liée à ton parcours scolaire? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai fait des études de communication, d'anglais et voilà, de manière plus générale de gestion de projet. Et moi, en fait, j'ai commencé à écrire en 2021, donc il y a très peu de temps. Je n'ai jamais écrit et du coup, c'est pour ça que je paniquais un petit peu au début quand j'écoutais des podcasts, justement, ou des interviews d'auteurs ou d'autrices, parce que c'était souvent pas forcément le même parcours, mais cette envie, cette urgence d'écrire, j'avais l'impression qu'elle était là depuis l'enfance et que c'était des personnes du coup qui écrivaient depuis l'âge de 8, 9, 10 ans. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert par hasard en 2021 pendant une période de confinement. Et je suis complètement tombée amoureuse de la pratique qui pour moi, en tout cas, a été très, très thérapeutique. Mais sinon, avant ça, j'ai vraiment fait des études
très classique en communication, gestion de projet, anglais. C'était génial. J'ai appris plein de choses. Ça m'a permis de vivre plein d'expériences, de travailler dans plein d'endroits différents, plein de structures. Mais j'en ai fait le tour et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une pause et du coup de me concentrer sur l'écriture, en tout cas pour le moment. Très bien. Bah, écoute, j'espère que tes projets aboutiront. J'espère aussi. C'est fastidieux, c'est lent, mais on y croit, ça arrive. Bah, écoute, avant de parler de ton activité d'autrice, on va peut-être parler de ton rapport à la lecture. Du coup, tu m'as dit que tu n'avais pas du tout un intérêt pour la lecture étant jeune et comment ça est intervenu dans ta vie Eh bien, pas du tout. C'est vrai que moi, mes sœurs et ma mère lisent énormément. Donc, j'ai toujours été entourée en fait, de pas mal de littérature et de plein de littératures différentes. Ça a toujours été une envie de ma mère justement de nous baigner là-dedans et que, ouais. Et cette sorte d'amour pour la lecture m'est revenue il y a quelques années quand j'étais à l'étranger, que j'étais pas forcément dans une période très facile. Je me suis d'abord plongée en fait dans les essais politiques, donc notamment à travers Audre Lorde, Bell Hooks, Françoise Vergès et Mabula Soumaoro. Ça a vraiment été Fatou Diom, ça a vraiment été un peu des lectures qui m'ont mis une claque, qui m'ont réveillée, parce que moi j'ai beaucoup été dans une bulle où j'ai l'impression d'avoir navigué et de jamais vraiment connaître quelle était mon identité. Et tout d'un coup, du coup, je me suis plongée dans ces essais parce que je me cherchais énormément. Et petit à petit, du coup, les essais m'ont menée à l'écriture. Et en fait, c'est grâce à l'écriture que je me suis replongée cette fois-ci dans la lecture, mais dans la lecture de fiction cette fois-ci. Donc c'est assez décousu comme parcours, mais je dirais que mon rapport à la lecture a été vraiment influencé en fait par mon parcours personnel et ce que je vivais à telle période de ma vie. D'accord. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu lis essentiellement de la fiction ou ça t'arrive de replonger dans des essais Alors là, actuellement, je lis beaucoup de fiction. J'ai d'ailleurs décidé aujourd'hui de me replonger dans un essai, voilà, plutôt lié anticapitaliste, voilà, montée du antifascisme, montée du fascisme, montée des extrêmes. Mais ça va faire 2 ans là que j'étais énormément sur de la fiction. J'avais pas forcément de genre de prédilection. J'ai essayé de me plonger davantage, évidemment, dans les littératures de l'imaginaire, vu que j'écris là-dedans, mais je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de me restreindre et que j'avais autant à apprendre de la romance que du thriller, qu'est-ce qu'il y a d'autre que d'un roman historique. Donc j'essaie vraiment d'aller piocher dans tout et surtout dans des livres qui ciblent différents publics, donc que ce soit de l'adulte, du young adulte ou de la jeunesse. Je fais vraiment en fonction de mes humeurs, mais en même temps, je me mets un petit peu un coup de pied aux fesses parce que, par exemple, les thrillers et les polars, ce ne sont pas du tout des choses que je lis. La romance également, mais j'essaie de me forcer à en tout cas, m'ouvrir à ces univers qui sont très riches et dont je ne connais absolument rien. Oui, donc tu as plutôt des lectures éclectiques. Enfin, voilà, tu ne te limites pas. Ouais, j'essaie. Ok. Et est-ce que tu aurais une lecture que tu aimerais recommander en fiction ou en non-fiction Alors, j'en ai plein, j'en ai plusieurs. Des lectures que j'aimerais recommander. Alors moi, il y a une lecture qui m'a ramassée l'année dernière en septembre et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelle La chambre de Giovanni de James Baldwin, qui est un classique de la littérature américaine et voilà, qui raconte l'histoire de ce jeune Américain qui s'appelle David, qui va s'installer à Paris et va y passer quelques mois et va vivre une histoire passionnée avec donc son amant Giovanni, sauf que ça se passe dans le Paris de l'après-guerre dans les années 50. Et la force du roman, ce sont vraiment la plume de James Baldwin qui est juste fantastique et la manière dont il va dépeindre ces personnages qui ne sont pas du tout manichéens. Il y a un vrai travail d'écriture, il y a une substance dans ces personnages qui font que
le personnage principal, par exemple, David, c'est pas forcément quelqu'un d'appréciable, il est assez détestable, mais James Baldwin arrive à faire en sorte qu'on s'identifie quand même à David parce qu'il est tellement plein de défauts et on espère qu'il surmonte un petit peu tous les obstacles auxquels il doit faire face. Et vraiment, ça, c'est un livre qui m'a complètement ramassée, donc je le recommande 1000 fois. Ensuite, une autre lecture, je dirais 2 autres lectures young adultes qui m'ont marqué et que j'ai lu en décembre là dernier et là en janvier. Donc le premier, c'est évidemment, je m'en souviens plus. Gwen and Art Are Not in Love de Lex Clocher, qui est une auteurice non binaire, et voilà, donc c'est une fiction historique, queer, romantique. C'est un mélange de plein de choses et c'est vraiment feel good. Comment ? Il est dans ta palle ? Ouais. Ah ouais, vraiment, j'ai passé un super moment et vraiment, je le recommande. Je le trouve absolument génial. Je trouve que c'est un mélange entre la série Heartstopper et le film Chevalier avec Heath Ledger. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Je connais pas. Un film historique, mais un petit peu absurde, qui adopte un petit peu les codes contemporains, on va dire, de notre époque. Donc, ça fait un peu un clash assez marrant. Et deuxième lecture, du coup, young adulte, que j'ai absolument adoré, que j'ai découvert en début d'année, c'est La prophétie des sœurs serpents d'Isis Labocaberia, qui est un roman qui se déroule sur l'île de la Martinique, et on suit 4 protagonistes qui sont liés par une prophétie, et c'est un roman afro-fantastique qui donc va mettre en avant des thèmes hyper intéressants et à la fois extrêmement importants, comme la question du colonialisme, le racisme, les conséquences de l'esclavage sur les afrodescendants qui vivent en métropole, mais également sur l'île, la question également du chlordécone, l'empoisonnement des terres martiniquaises. Enfin bon, les sujets sont nombreux et sont tous passionnants les uns autant que les autres. Donc vraiment, ça, ce sont 2 lectures young adultes que je recommande et qu'il faut absolument lire. Okay. Merci pour tes recours. Ouais, c'est vrai que La prophétie des sœurs serpents, ça revient assez souvent dans les recommandations. Et moi aussi, j'avais bien aimé le récit et j'avais trouvé tous les messages véhiculés hyper pertinents et ouais, c'était super. J'espère qu'on aura d'autres livres de l'autrice. Je l'espère aussi et je la suis sur Instagram. Je suis à l'affût de la moindre information, la moindre nouvelle sortie livresque, je suis à l'affût. Écoute, on va peut-être aborder la partie écriture. Difficile pour moi parce que je ne parle pas beaucoup de mon roman et de ce que j'écris, donc j'espère que je vais réussir à articuler plus de 3 phrases compréhensibles. Ouais, je voulais te demander, du coup, c'est les essais qui t'ont amené à écrire, et ensuite, c'est à partir de là que tu as découvert la fiction, c'est ça ? Alors, je dirais que j'ai d'abord commencé à me replonger, on va dire, dans la lecture de manière plus sérieuse à travers les essais et on va dire que ça a nourri ça a nourri mon imaginaire. Je pense que ça a nourri mon imaginaire et ma créativité, mais sans pour autant me dire je vais écrire. D'accord. Et pour le coup, en fait, moi, j'ai découvert l'écriture de manière vraiment assez hasardeuse. C'est une amie qui savait que... En fait, j'adore raconter des histoires. J'adore les raconter à l'oral. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis petite. Et à défaut de les raconter à l'oral, je vis énormément, enfin, en tout cas, quand j'étais plus jeune, je vivais énormément dans ma tête. Donc, ça me fait beaucoup sourire, en fait, quand j'entends, du coup, d'autres personnes qui écrivent dire « moi, j'écrivais des fanfictions quand j'avais 13, 14, 15 ans ».
parce qu'en fait, je me rends compte que je faisais la même chose. Mais sauf que moi, c'était dans ma tête. Mes fanfictions, c'était dans ma tête. Donc, j'avais mes fanfictions du Seigneur des Anneaux, j'avais mes fanfictions d'Harry Potter, de Supernatural, tout ce que tu... Charmed également. Mais sauf que c'était dans ma tête et à aucun moment, je me suis dit, pourquoi tu les écrirais pas? Et donc j'ai toujours eu ce truc de j'aime raconter des histoires et mon ami à l'époque, pendant qu'on était en confinement, m'a envoyé en fait un lien d'un groupe d'écriture qui se réunissait en ligne, qui est d'ailleurs à Amsterdam. Et elle m'a dit, mais pourquoi Voilà, là on est en confinement, t'as rien à faire, donc pourquoi est-ce que tu ferais pas ça? Et comme ça, tu pourrais peut-être découvrir une nouvelle passion et écrire du coup ces histoires que tu nous racontes. Et donc, c'est grâce à ça, en fait, que je me suis mise à l'écriture à travers des ateliers. À travers des ateliers via ce groupe d'écriture. Et au début, j'avais pas du tout l'ambition de me dire tiens, je vais écrire un livre, pas du tout. On n'écrivait que des petites nouvelles. Et à chaque fois, j'adorais l'exercice. À chaque fois, le thème était différent, les enjeux étaient différents. Et j'ai adoré me plier à cet exercice. Donc, on a fait ça pendant plusieurs mois. Et ensuite, j'ai eu un début d'histoire, on va dire, qui a émergé dans ma tête et que j'ai commencé à raconter un peu à ma mère, qui m'écoutait évidemment à demi. Elle écoute jamais trop mes histoires. Elle me dit c'est bien, bravo. Et cette histoire ne voulait absolument pas partir. Cette histoire me harcelait, clairement. J'étais bully par cette histoire qui ne voulait pas sortir. Et au début, je me disais, c'est dommage, ce serait un super manga, ce serait une super bande dessinée. C'est dommage parce que j'ai pas le niveau pour dessiner ça, mais bon, j'imaginais dans ma tête. Et en fait, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais t'es bête, pourquoi tu l'écris pas? Juste pourquoi tu changerais pas du coup le format et en fait, c'est comme ça du coup que je me suis dit, bon, allez, je me lance dans l'aventure. Ça a été long quand même pour assumer déjà que je voulais faire ça, que je voulais écrire un livre. Ça a été long de le dire aussi un petit peu aux personnes autour de moi. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai commencé à un petit peu plus prendre confiance en moi et surtout prendre confiance en l'histoire que j'avais envie de raconter. Et c'est comme ça, du coup, que je me suis mise à écrire cette histoire particulière. Ok. Et du coup, est-ce que c'est le western fantasy que tu as présenté sur ton compte, cette histoire-là, ou c'est une autre? Non, alors, je crois pas avoir de western fantasy. Alors, je me souviens par contre avoir fait une vidéo quand le dernier album de Beyoncé est sorti. Et j'ai fait une vidéo où j'étais déguisée en western. Ah. Et où j'ai dit que là, je suis à 2 doigts d'écrire un western avec des cow-boys noirs. Mais non, du coup, mais c'est une très bonne idée. Donc, je la garde dans un coin de ma tête si un jour j'ai vraiment envie de la concrétiser. Mais non, j'ai toujours été sur cette idée de fantasy, donc aux inspirations africaines, moyen-orientales. Je dis pas forcément afro-fantasy. Je sais pas si tu l'as remarqué. Je parle souvent de fantasy ancestrale aux inspirations africaines et moyen-orientales, etc. Je ne parle pas de fantaisie médiévale parce que du coup, moi, le terme médiéval, je l'associe directement en fait à l'Europe médiévale et à l'Occident. Et pour le coup, moi, ça se décentre complètement parce que mon récit, en tout cas, se concentre sur des populations noires, des communautés noires. Mais je ne parle pas d'afro-fantaisie parce que j'ai l'impression que l'afro-fantasy flirte beaucoup en fait avec l'afro-fantastique, l'afro-futurisme et que du coup en fait on est vraiment sur des pays qui existent, des cultures qui existent et en fait je pense que c'est plus une question de légitimité aussi. Je me sens pas forcément légitime pour utiliser le terme d'afro-fantasy. Parce que du coup, moi, je suis vraiment sur des communautés complètement inventées, un monde complètement inventé. Et voilà. Ok. C'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux... tu as déjà un titre pour le... Oui, j'ai déjà un titre. Je suis en train de réfléchir si je le dis ou pas. Oh, t'es pas obligée. Mais oui, si, je pense que je vais le dire. J'ai un titre, donc ça s'appelle Malaika, qui est donc le personnage principal de mon roman. Donc ça s'appelle Malaika, le cimetière de l'éléphant. Voilà, donc parce que l'éléphant est un symbole très important, le cœur, on va dire, le cœur symbolique du roman. Donc
Voilà. Et on est sur le tome 1. Très bien, donc tu as l'intention d'en écrire plusieurs Exactement. Alors, au tout début, je me suis dit, je vais faire une tétralogie, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. 4 non, c'était 5 Non, tomes. c'est Quadra. Non, c'est Quadra, pardon. 4. Donc, ça doit être 5. Voilà. Donc, au début, je partais sur une tétralogie, 5 tomes. Ma sœur m'a dit, girl, ralentis, juste, non, c'est trop long. Donc, je me suis dit ensuite, pourquoi pas partir sur une quadralogie. Et récemment, j'en ai discuté en fait avec un éditeur, un professionnel de l'édition qui me disait 4 livres, ça commence à être beaucoup, et le monde de l'édition en fait est très réticent à éditer en fait maintenant des sagas qui vont au-delà d'une trilogie, en tout cas pour des auteurs amateurs. Voilà, pour des auteurs qui n'ont jamais publié, c'est très compliqué. Et il m'a dit si tu pars sur une trilogie, là déjà tu augmentes drastiquement tes chances d'avoir un retour positif déjà d'une maison d'édition, parce que en tout cas je compte candidater, soumettre mon dossier de candidature à des maisons d'édition pour une publication plutôt traditionnelle plutôt que de partir sur de l'auto-édition. Très bien. Mais écoute, j'espère que ça aboutira. Je l'espère aussi. Là, je suis actuellement dans une phase de bêta lecture dont je suis hyper fière, parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais travaillé sur ce premier jet, sur cette réécriture, et c'était vraiment moi, mon cerveau et moi-même sur le texte. Donc j'avais pas du tout d'avis extérieur. Et là, du coup, ça me permet un petit peu plus de lâcher le truc et d'avoir enfin mes premiers retours concrets sur le manuscrit. Donc, je suis un peu anxieuse, mais c'est vraiment une phase qui me booste et qui me motive. D'accord. Oui, de toute façon, après, quand tu écris quelque chose pour toi, c'est toujours bien de se faire relire par des gens, soit des proches ou même des personnes qui sont un peu extérieures pour avoir un avis, je pense, constructif. Totalement. Et puis moi, en fait, c'est pas que mon manuscrit là me sort par les yeux, mais c'est que je l'ai tellement lu et relu. L'intrigue, je la connais par cœur, mes personnages, je les connais par cœur, et il y a des choses qu'on voit plus. Donc vraiment, moi, avoir ce regard extérieur, ces retours extérieurs, ça me permet vraiment de savoir si je suis complètement à côté de la plaque. Je suis vraiment juste moi dans ma tête et je fais ma fanfiction un peu nulle. Attention, hein, je critique pas les fanfictions, hein, moi j'adore ça. Donc, mais voilà, ça me permet de savoir si c'est un peu un gloubi-glouba dans ma tête, ou au contraire si j'ai vraiment réussi à articuler mes idées et de les poser sur le papier et de faire en sorte que ce soit plutôt fluide et que ça tienne debout, quoi. D'accord. Et du coup, tu disais que tu avais échangé avec des professionnels du livre. Est-ce que c'était dans le cadre de rencontres virtuelles, réelles? C'était dans un cadre bien spécifique, ou c'était quelqu'un ou quelqu'une que tu as contacté Alors, complètement, en fait, j'ai eu une grosse période de doute et un peu de paralysie mentale en janvier, on va dire, janvier, février, parce que en fait, j'ai terminé mon premier jet en octobre dernier. Et plutôt que de prendre du temps, je me suis tout de suite ruée sur la réécriture, et patatras, il s'est passé ce qui s'est passé, ça a été une catastrophe. Donc j'ai fait en fait 2 réécritures qui n'étaient vraiment, c'était une horreur. Donc j'ai commencé je me suis arrêtée en décembre, et janvier, j'arrivais plus du tout à écrire, j'arrivais plus du tout à me remettre sur le manuscrit. Et je manquais de structure, vraiment j'étais un peu perdue, et du coup je me suis dit est-ce qu'il ne serait pas temps d'essayer de faire là une sorte de formation ou alors des ateliers qui pourraient m'aider à me structurer et aussi à m'aider à reprendre confiance et à m'aider à retrouver la motivation. Donc je me suis inscrite à des ateliers d'écriture avec Laura Nsafou.
Ah, d'accord. Voilà, et c'était absolument génial et ça m'a complètement débloquée. C'était vraiment super ces ateliers. C'était une sorte de SAV des bonnes idées, où en gros, en plus, c'était un petit comité et chaque personne donc, qui participait à l'atelier partageait une problématique qu'il rencontrait par rapport à son manuscrit, qu'il soit terminé ou non. Et ensemble, en fait, on brainstormait sur les manuscrits des uns et des autres. Et vraiment, moi, ça m'a reboosté. Et puis surtout, je pense que je souffrais vachement aussi de l'isolement. Donc, ça m'a permis aussi de recréer un petit peu de contact. Donc, ça m'a énormément aidé. Mais en plus de ça, j'ai enfin décidé de participer à la formation l'ICAR. Je ne sais pas si D'accord, ouais, j'en ai entendu parler. C'est la seule formation, je crois, reconnue par l'État de ce que j'ai. Exactement. Ouais. Exactement, c'est une formation qui est certifiée Calliope, voilà. Donc, grâce à laquelle on peut avoir des financements. Et du coup, je me suis décidée un peu à casser ma tirelire parce que moi, l'ICAR, en fait, je suivais du coup leur contenu et leur podcast que je trouve hyper instructif et très intéressant, mais ça faisait 2 ans que je le suivais et mon orgueil et mon portefeuille me disaient non, t'as pas besoin de faire cette formation, ça coûte quand même un peu cher, donc c'est pas non plus accessible pour tout le monde. Et là, j'étais tellement dans le désarroi en janvier, février, et que je me suis dit, bon, allez, on va faire cette formation, on va voir ce que ça donne, si je me sens à ma place aussi, surtout. Et du coup, je me suis lancée et pour le coup, moi qui avais énormément de doutes par rapport moi à ma capacité à pouvoir suivre cette formation, mais aussi même à la formation en elle-même, parce qu'on ne sait jamais trop une formation d'écriture, est-ce que vraiment ça vaut le coup complètement. Enfin, en tout cas, complètement. Moi, je suis hyper satisfaite de mon expérience là-bas. Il y avait une super promotion. Donc, évidemment, on ne peut pas se lier avec tout le monde parce qu'on était assez nombreux. Mais en tout cas, des petits groupes se sont formés. Et c'est des personnes avec qui, aujourd'hui, j'écris encore. On a gardé notre créneau dans la semaine pour écrire. Et puis, surtout, ce qui était hyper intéressant, c'est que c'était vraiment 10 semaines assez intensives. On avait des espèces d'assignments, des devoirs, on va dire, à rendre toutes les semaines, accompagnés de masterclass, accompagnés de modules qui étaient débloqués toutes les semaines qu'on pouvait suivre. Et puis surtout, on avait un correcteur qui nous était assigné, qui nous suivait et avec qui on travaillait sur le manuscrit qu'on écrivait pendant la formation. Et à la fin de la formation, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on rend un dossier de soumission, donc on rend les 4000 premiers mots de notre manuscrit, ainsi que tout un dossier de soumission, comme si on le soumettait donc, à une maison. Et avec un synopsis, et donc tout ça va être lu donc, par un éditeur qui va nous faire du coup un retour personnalisé, à la fois sur le dossier de soumission, mais aussi sur les 7000 mots. Et ensuite, cet éditeur, en plus d'avoir le retour donc, par écrit, on s'appelle, on a un entretien par téléphone, et puis on peut parler un petit peu plus en détail, et puis poser nos questions sur le roman. Donc moi, ça a vraiment été une sorte de déblocage complet. Parce que, pour le coup, avoir des retours de professionnels, on va dire, du monde de l'édition sur le manuscrit, c'est hyper intéressant. Et moi, ça m'a vraiment permis d'avancer sur mon manuscrit. Et je me suis vraiment rendu compte de l'avant et de l'après. Et moi, ce qui me manquait, c'était vraiment une pédagogie, une structure. Et vraiment avoir quelque chose d'assez militaire, en fait, puisque moi, je peux un peu partir dans tous les sens, et puis je manque un peu de discipline, je ne suis pas forcément hyper rigoureuse, et là, pour le coup, ça m'a vraiment apporté un cadre, et ça m'a fait avancer, autant avec le correcteur qu'avec la promotion, qu'avec les masterclass, même le suivi administratif, parce que c'est Lucie Castel et Johanna Vogel qui du coup ont créé donc la formation l'ICAR, et autant du coup avec l'éditeur, donc Dimitri Pavlovski. C'est vraiment des retours qui sont très enrichissants et qui sont toujours aussi hyper bienveillants. Moi, c'était ça que je craignais. J'avais peur qu'on se fasse complètement laminer. C'est un milieu qui n'est pas forcément... en tout cas, j'ai cru comprendre que ce n'est pas le milieu le plus bienveillant du monde. Donc déjà que c'est difficile de se créer une légitimité et d'avoir une confiance en soi dans l'écriture, mais alors en plus quand on prend des remarques qui sont gratuites et pas forcément constructives, c'est encore plus difficile. Et là, pas du tout. Ça a vraiment été
un environnement, une expérience très positive et bienveillante et constructive. Donc, j'en suis vraiment contente. Je leur ai complètement fait la promo, là. Ce n'est pas sponsorisé. Ce n'est absolument pas sponsorisé. Ouais, c'est cool si tu as pu trouver un déblocage avec cette formation. Complètement. Et puis vraiment, au-delà, moi, ce que je retiens, c'est vraiment les personnes que j'ai pu rencontrer à travers la formation, avec qui j'ai gardé contact. Oui, tu as pu créer un réseau. C'est ça. En fait, je pense que quand on écrit, on sous-estime vachement l'isolement qu'on peut ressentir. Et je pense qu'on se dit que c'est une fatalité, en fait, que c'est comme ça, on écrit, on a choisi, on est dans notre coin. Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment, en tout cas pour les personnes qui écrivent, moi, je les incite toujours à aller chercher des ateliers d'écriture en ligne, à même aller chercher des ateliers d'écriture dans leur commune, dans leur ville. Moi, je sais que tous les mois, je fais un atelier d'écriture avec les seniors de ma commune. Donc, je suis la plus jeune. La moyenne d'âge, sinon, est de 70 ans. Mais c'est génial. En fait, c'est vraiment génial. Ça permet de se retrouver et de partager une sorte de passion commune. Et j'ai d'ailleurs réussi cette année à emmener ma mère. Donc maintenant, je fais les ateliers d'écriture dans ma commune avec les seniors, avec ma mère. Et ça, c'est vraiment cool. Cool. T'impliques ta famille jusqu'au bout. Exactement. Dans tous mes shenanigans, je les emmène. C'est cool. Et du coup, est-ce que tu peux pitcher un peu ton roman? Je vais essayer. Je te promets rien. Mon Dieu, l'exercice du pitch est très dur. Mais alors, en gros, déjà, pour poser le contexte, donc, je le rappelle, on est dans une fantaisie ancestrale aux inspirations donc, africaines et moyen-orientales, dont les thèmes principaux sont la résilience, la vengeance, le deuil, mais aussi la joie de se sentir appartenir à une communauté. Et puis quoi d'autre et je pense que c'est déjà pas mal. Donc on trouve par exemple le trope de la found family. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était dans mon roman et qui peut être un argument du coup pour susciter de l'intérêt ou de la curiosité. Mais du coup, donc pour résumer le pitch, c'est bon, j'y vais. Donc l'histoire débute avec une jeune femme qui s'appelle Efia et qui essaie de sauver sa sœur, voilà, d'un mal qui la ronge, qui est mortellement, on va dire, qui est mortellement blessé. Et pour sauver sa sœur, Efia va massacrer des communautés entières, sauf que elle va être aidée donc d'un léopard que l'on appelle un bourré et qui est donc une sorte d'âme sœur, on va dire, qui est un peu qui est née avec elle. Donc leurs âmes sont liées. Et sauf que dans l'une des communautés que Efia va massacrer, il va y avoir donc une rescapée, une survivante qui s'appelle donc Malaika, qui est donc mon personnage principal et qui, elle aussi, a cette particularité d'avoir son âme liée à un éléphant. Et donc Malaika va partir dans cette quête de vengeance et donc Efia, qui est le chasseur et qui chasse ses proies, va se retrouver donc la proie, et Malaika, qui est la proie, va devenir le chasseur. Et donc on va partir donc dans cette quête de vengeance, mais aussi de vérité. Et Malaika, sur son chemin, va rencontrer d'autres personnes qui se retrouvent un petit peu dans la même situation qu'elle. Donc aucun ne se connaît, mais tous ont cette même particularité, c'est qu'ils partagent leur âme avec un animal. Ah, c'est trop cool. Ok. Bah écoute, bravo pour avoir réussi à pitcher ton roman. Oh, j'espère que je vais m'améliorer. Hein. C'était une première, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Du coup, c'est du jeune adulte ou de l'adulte? Alors, c'est une très bonne question, parce que ça a été d'ailleurs l'une des questions que moi j'ai posées à l'éditeur Dimitri Pavlovski quand je l'ai eu au téléphone. Parce que j'ai toujours cru que j'écrivais pour du young adulte et pour lui. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Quand tu as parlé de massacre, de vengeance. Exactement. En fait, c'est de l'adulte. Il m'a dit c'est de l'adulte. Et au final, je me suis rendu compte que le terme young adulte, plutôt que de cibler un public, ça en dit plus sur le
le manuscrit en lui-même, en fait, ça en dit plus sur l'histoire donc du young adulte. On va plus se concentrer sur une protagoniste qui va avoir un ou une protagoniste qui aura, je sais pas, entre 14 et allez, 19, 20 ans. En fait, c'est des protagonistes très jeunes et surtout, en fait, les thématiques qui sont abordées à travers du young adulte sont très ciblées. Donc, on va vraiment être sur la quête d'identité, l'exploration de soi. Ça peut y mêler du coup de la romance, de l'amitié. Donc, vraiment, ça va être le young adulte, en tout cas pour moi, va être plus révélateur du récit que du public visé. Et donc, c'est pour ça que Dimitri, moi, me disait que pour moi, pour lui, en tout cas, c'était de l'adulte. Bah, pour moi aussi, maintenant, je me suis convaincue. Mais alors déjà, parce que ma protagoniste, Malaika, a 25 ans. Ah oui, ouais. Ouais, donc, exactement. Donc déjà, elle est confrontée à des thématiques pas forcément, enfin oui, un petit peu plus adulte et qui correspond plus à son âge plutôt qu'à une jeune personne de 17-18 ans. Et puis aussi, elle sait parfaitement qui elle est. Elle n'est pas du tout en quête d'identité, elle est en quête de vengeance, elle est en quête de vérité. Elle est très, très ancrée dans son histoire, sa communauté, sa culture. Donc ouais, non, c'est plus de l'adulte, mais je dirais qu'en tout cas, c'est un manuscrit qui, je pense, peut être lu à partir de 13-14 ans, même si voilà, il y a des scènes qui sont un peu plus difficiles, un petit peu plus graphiques. Mais en tout cas, les thèmes abordés, pour moi, sont des thèmes que l'on peut aborder avec des personnes à partir de 13-14 ans. Ok, ça marche. Ça a l'air hyper intéressant. C'est vrai que la fantasy, avec ces inspirations-là, en plus, en adulte, on n'en a pas. Très peu. J'espère que ça va aboutir, en tout cas. Merci. En tout cas, si ça aboutit, j'espère que ce sera bien abouti dans le sens où l'exécution sera bonne. Oui, parce que c'est vrai que j'ai plutôt confiance en mes personnages, j'ai confiance en l'histoire que je veux raconter, mais entre les idées qu'il y a là et l'exécution, comment je le verbalise, comment je le concrétise, comment je le mets en scène, en fait, peut y avoir un monde. Et c'est vrai que je suis très, très exigeante avec la manière dont je veux poser les mots. Donc, c'est pour ça que ça me prend un petit peu de temps. Donc bon, j'espère qu'en tout cas, ce sera déjà à la hauteur de mes propres attentes. Et puis, évidemment, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, j'essaie de produire quelque chose dont je suis fière et que je prendrais moi-même plaisir à lire si ce n'était pas moi qui l'avais écrit. Ok. Et est-ce que tu as d'autres projets en cours, pas forcément autant aboutis que celui-là, mais non. D'abord concentré. Non, vraiment pour le coup, ça c'est le projet qui aspire mon âme, toute mon énergie, tout mon temps. C'est vraiment je dors avec, je mange avec, je me douche avec. Vraiment, je concentre 100% de mon temps là-dessus. Et sinon, je me connais, je sais que je vais m'éparpiller. Et non, vraiment, je préfère mettre toute mon énergie là-dedans. Donc après, évidemment, d'autres projets, on va dire, vraiment que j'ai envie de professionnaliser, non. Mais après, oui, j'ai toujours mes petits trucs à côté, que ce soit ma couture, que ce soit mon piano, ma mère. donc voilà. Ok. C'est cool. Écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des thèmes ou des questions que tu voulais aborder? Est-ce que tu as des questions à me poser avant de clôturer l'épisode? Eh bien, écoute... Ou des remarques écoute, non, j'avais pas forcément de questions en particulier, mais moi, j'étais curieuse de savoir, toi, c'était quoi ton genre de prédilection en termes de lecture? Est-ce que tu étais aussi plutôt éclectique ou s'il y a vraiment un truc, le young adulte contemporain qui te botte en particulier? Moi, c'est plus les lectures de l'imaginaire. De manière générale, ça s'étend. Je peux lire de la science-fiction comme de la fantasy, même si j'ai plus tendance à lire de la fantasy. Après, j'aime bien toutes les tranches d'âge. Je me limite pas à une seule tranche d'âge, mais ouais, je dirais plus fantasy. Et ensuite,
je lis un peu de contemporain aussi parce que je trouve que j'arrive un peu plus à m'identifier aux personnages. Parce que je trouve que dans certains contemporains, il y a vachement la culture de l'auteur ou de l'autrice qui ressort. Et du coup, ça fait écho à ce que moi j'ai connu. Donc, ouais, en termes de culture et même de réflexion, j'arrive plus à m'identifier à des personnages contemporains, mais j'adore tout autant la fantasy. C'est juste que par rapport à ce qui est proposé dans le catalogue éditorial, j'ai un peu plus de mal à trouver mon compte. Donc, du coup, voilà. Ok, super, bah, merci. Ouais. Du coup, je rentre un peu dans la catégorie que tu pourrais lire, quoi. C'est ça. Tout à fait. La pression, elle est là, quoi. Avant de clôturer l'épisode, est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Alors, j'avais réfléchi à cette question. Au début, je bloquais un peu. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je suis très peu le Bookstagram. Je suis une vieille milléniale, en fait, et j'ai l'impression que le Bookstagram, c'est vraiment un truc de Gen Z, donc j'ai l'impression d'être une intruse. Je regarde moins, mais bon, j'ai pas l'impression d'être dans la commune, quoi. Mais alors, du coup, je pensais à Amy. Je crois que c'est son pseudo, Amy, qui est plus TikTokeuse que Instagrammeuse et dont j'adore le contenu. Pour le coup, moi, en fait, je suis présente en story, par exemple, sur Instagram, mais un petit peu moins là en post. Mais en fait, je consomme beaucoup plus du contenu sur TikTok que sur Instagram. D'accord. Donc, Amy, du coup, a, je trouve, une espèce de palette de recommandations hyper variée, ultra pertinente et surtout avec une argumentation qui est que je trouve toujours efficace et qui donne toujours très envie. Donc ça peut aller du manga à l'essai, au roman young adulte, de romance contemporain, au roman historique. C'est vraiment, je trouve que c'est un régal d'avoir ce type de compte, donc je la verrai bien. Et aussi, un TikToker que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et dont j'aime beaucoup le contenu. Il est un petit peu moins tourné livre, il fait un petit peu livre, mais il est surtout passionné de cinéma et d'art, de culture, mais du coup, il inclut aussi un petit peu les livres. Et alors, son prénom, c'est Marcus, si je me souviens bien, et son compte TikTok, c'est un homme en retard. Voilà, donc il fait pas mal de reviews, surtout de films, voilà, aussi un petit peu d'expos, de musées, mais il parle un petit peu de livres aussi, et voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est frais, c'est très, les deux, c'est très Gen Z, quoi. J'ai l'impression de une vieille tati, moi, qui regarde ça sur mon téléphone, je me dis, oh, ils sont trop cool. Donc voilà, je les verrai bien sur ton podcast. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il faudrait que j'investigue un peu plus le TikTok game, comme on dit. Mais ouais, c'est vraiment... Il y a des pépites et en fait, je trouve que TikTok privilégie de plus en plus le contenu long et moi, c'est vrai que c'est du contenu que je consomme en masse et c'est vrai que je me suis beaucoup détachée d'Instagram parce que je trouve de moins en moins en fait le contenu qui me plaît et au contraire, on a de plus en plus de créateurs sur TikTok, de jeunes créateurs et je trouve que c'est hyper rafraîchissant. Les recommandations ne sont pas toutes les mêmes. Donc là encore, c'est pas forcément je suis pas non plus sur la partie BookTok de TikTok, puisque la partie BookTok de TikTok, elle est très homogène, Ouais. on va dire. Et du coup, c'est pas forcément là où j'arrive un peu à satisfaire, à nourrir, on va dire, ma curiosité. Mais en tout cas, quand on cherche un petit peu, dès qu'on s'abonne à une ou deux personnes qui font un peu du contenu qui nous intéresse, tout de suite, il y a des suggestions hyper intéressantes. Il faut juste un petit peu trier après. D'accord. Donc voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour tes recommandations. Merci à toi. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Ouais, tout à fait. Alors, moi, je suis sur Instagram et sur TikTok et mon pseudonyme, c'est The Writing Libra parce que je suis balance. Ascendant Sagittaire. J'ai oublié de le dire pendant ma présentation, mais c'est très important. D'accord. Donc voilà, donc je suis sur TikTok et sur Instagram, The Writing Libra. Ok. Bah, écoute, Aïda, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'est super
Moi, j'aime trop interviewer tous les acteurs et actrices du monde du livre, que ce soit des écrivains, des créateurs de contenu, des éditeurs. Éditeurs, j'en fais un peu moins parce que entre guillemets, non. Il y en a moins qui rentrent dans la ligne éditoriale du podcast. Bon, du moins, je ne les connais pas plus que ça, mais ouais, j'essaye de dénicher un peu tout le monde. C'est rafraîchissant et encore une fois, merci pour l'invitation. Je suis super contente que ma première apparition, entre guillemets, ma première participation officielle en tant qu'autrice, ce soit dans ton podcast. Vraiment, je suis super contente. Moi de même. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Bye bye.